Et bien maintenant, nous allons accueillir Madame Schmidt-Christina, qui est donc chercheuse, elle aussi, qui est chargée de recherche donc au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et qui s'intéresse beaucoup au langage corporel des personnes autistes en particulier, et qui va nous parler donc des spécificités, en particulier dans l'anticipation corporelle que les personnes autistes peuvent avoir, et à des mécanismes prédictifs atypiques que j'aimerais connaître, mais qui vont être l'objet de cette intervention que j'imagine passionnante. À vous. Merci. Merci beaucoup. Je vais parler de choses un peu plus générales, en fait, mais effectivement aussi de langage corporel. Donc, merci en particulier aux organisatrices et organisateurs de ce congrès de me donner la possibilité d'essayer de vous convaincre de l'importance et de la pertinence de théories auxquelles je tiens et je crois beaucoup, et qui sont à la base de plus en plus de travaux de recherche menés actuellement dans l'autisme, et qui postulent en effet que les mécanismes prédictifs seraient atypiques dans l'autisme. Ah, voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mécanisme prédictif ? Je vais commencer par un exemple concret, parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre toute cette terminologie, qui est d'ailleurs pas très facile non plus pour quelqu'un qui est un biologiste, physiologiste en neurosciences. Mais bon. Donc, imaginons que nous apercevions au travers d'une porte entrouverte, là-bas par exemple, une petite silhouette furtive, petite, passer dans le couloir, et on ne verrait qu'une ombre un petit peu imprécise. Alors, notre système sensoriel, qui est en jaune ici, c'est-à-dire la vision, peut-être aussi l'audition si on entend le bruit des pas, peut-être, pourquoi pas l'odorat s'il s'en dégage une odeur ou bien un parfum, nous donne des informations qui sont en fait incomplètes, voire ambiguës, et sur lesquelles on ne peut pas complètement se baser pour prendre une décision et se dire il s'agit de ceci ou de cela. Et bien sûr, en fonction de nos capacités visuelles propres à chacun, notre sensibilité auditive ou hypersensibilité, notre odorat, ces informations sensorielles seront plus ou moins précises. Dans tous les cas, elles joueront un rôle très important dans notre décision et dans notre perception, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va décider qu'on a perçu ? Et pour aller un peu plus loin, si je vous demande s'il s'agit d'un enfant ou bien d'un singe, vous me répondrez en vous basant sur ces informations sensorielles, mais pas que, parce qu'elles sont ambiguës. Et pour me répondre, vous tiendrez certainement compte de vos connaissances et du fait qu'a priori, dans ce centre des congrès, on s'attend plutôt à ce que ce soit un enfant, même si les enfants ne sont pas présents aujourd'hui, mais voilà, enfin au moins un être humain. Et vos a priori, ils sont construits sur la base de votre expérience passée, de ce que vous avez déjà vécu. Ils attribueraient certainement une probabilité de 99% pour l'enfant et peut-être 1% pour le singe. Et la résultante, c'est que vous me répondrez avoir vu un enfant. En réalité, votre perception, elle est biaisée par cet a priori, puisque les informations sensorielles ne sont pas tout à fait complètes, donc vous ne pouvez pas non plus être certain de ce que vous avancez. Maintenant, si je vous dis que dans le parc de la Tête d'Or, qui est juste à côté de ce palais des congrès, il y a des singes, ce qui est vrai d'ailleurs, et que je viens d'apprendre qu'un singe s'est échappé, alors vous changerez peut-être... Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié cette animation, pourtant j'avais travaillé beaucoup, donc voilà, vous déciderez que j'en étais fière, que c'est une petite fille, que c'est un enfant. Maintenant, si je vous dis que dans le parc de la Tête d'Or, là à côté, il y a des singes, ce qui est vrai, et que je viens d'apprendre qu'un singe s'est échappé, alors là, vous allez peut-être changer vos probabilités et les mettre à 50-50. Et si en plus, je vous dis qu'un singe vient d'être repéré à l'entrée du congrès, parce que même sans badge, il a réussi à passer, elles iront peut-être à 80 et 20. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez ajusté votre réponse à ce mélange d'informations sensorielles, parce qu'il y avait effectivement une silhouette un peu floue, peut-être un singe, et de l'a priori sur ce que cela pourrait être. Et votre perception sera biaisée par cette connaissance, et peut-être que vous répondrez que c'est un singe. J'ai oublié de vous préciser, je ne sais pas si j'arrive avec la souris, de vous montrer qu'en bas, ce sont des probabilités, qu'évidemment, plus la montagne est élevée, plus ces probabilités sont importantes. Donc ça, ce sont des termes qui sont importants. Vous avez vu a priori, c'est-à-dire vos connaissances antérieures, les informations sensorielles qui sont propres à chacun et qui sont transmises par notre système sensoriel, et la résultante de tout ça qui est la perception, qui peut être biaisée, qui n'est pas forcément le reflet de la réalité.
notre petit singe, voilà, c'est lui que vous avez décidé de choisir comme étant ce que vous avez vu. Maintenant, imaginons que je ne vous ai pas parlé de l'existence de ce zoo juste à côté et que la porte s'ouvre et dévoile un singe. Vous serez surpris, peut-être même très désagréablement parce que vous étiez persuadé que c'était un enfant. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va envoyer un message qu'on appelle une erreur de prédiction pour pouvoir mettre à jour vos a priori, vos connaissances, et peut-être si dans une heure, la même scène se reproduit, eh bien, vous aurez appris qu'ici, en fait, il peut s'agir d'un singe parce qu'on est à côté d'un zoo. Dans l'autisme, les hypothèses ont fusé ces dernières années. Attendez, mon petit truc, oh là là, voilà. Ont fusé ces dernières années. Il y a eu énormément d'hypothèses sur la base donc, de ce processus que je viens de vous expliquer. Et avec donc des hypothèses qui ciblent un petit peu toutes les étapes de ces processus. Est-ce que, par exemple, ce serait la construction des a priori qui se ferait correctement, ou bien à l'inverse, qui serait très labile, c'est-à-dire qu'au fond, les autistes utiliseraient peu leurs connaissances intérieures, et c'est ce qui expliquerait, par exemple, qu'ils pourraient être moins sensibles aux illusions d'optique, parce que justement, ils ont moins d'a priori sur ce que ça doit être, ce qui peut être aussi très bien. Ou bien est-ce que la perception sensorielle particulière qu'on trouve dans l'autisme fait que peut-être ces informations sensorielles, elles sont hyper précises et elles ont un poids énorme au détriment des a priori et que ce sont elles en fait qui dominent la perception et parfois ça peut être très embêtant parce qu'elles sont extrêmement saillantes. Ou bien encore, est-ce que cette erreur de prédiction dont je vous ai parlé, elle peut avoir un poids trop important chaque fois sans être modulée par le contexte par exemple, par le fait qu'il y ait un zoo ou qu'il n'y a pas de zoo. Ce qui voudrait dire que peut-être, désormais, dans n'importe quel congrès, pour une personne autiste, la probabilité qu'il y ait un singe ou un enfant qui apparaisse serait identique parce que, finalement, la correction, c'est que ça peut exister, qu'importe le contexte. Et c'est comme ça, et c'est très fixe et très peu flexible. Et finalement, ça, c'est aussi assez épuisant parce que s'il s'agit de mettre à jour à chaque fois les représentations en fonction de ce que la réalité nous renvoie, sans avoir ce filtre du contexte qui aide à décider si ça vaut la peine ou pas, parce qu'au fond, non, normalement, il n'y a pas de singe. Je caricature beaucoup, hein, mais c'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre ça. Donc, si le contexte n'est pas si important pour ajuster l'erreur de prédiction, c'est aussi quelque chose qui est épuisant. Parce que tout n'est pas saillant dans l'environnement et qu'il faut bien entendu tenir compte de ce contexte. Alors, je caricature parce qu'en réalité, ces concepts sont explicités de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus complexe à l'aide de modèles computationnels qui sont tout le temps, sans cesse en évolution. Et l'idée, elle est quand même là, c'est que les mécanismes prédictifs seraient différents dans l'autisme. Et que les répercussions seraient énormes et ne toucheraient pas seulement le champ de la perception sensorielle, mais également les champs moteurs et les champs cognitifs. En fait, ça fait un petit moment que beaucoup de chercheurs, qui ne sont pas forcément d'ailleurs du domaine des neurosciences computationnelles à la base, se posent des questions sur le fait, par exemple, qu'on part de ce constat que le caractère imprédictible de notre environnement est la cause d'une souffrance plus importante pour les autistes que cela ne le devrait. Alors pourquoi ? C'est autour de ça que ça a tourné, d'abord en partant d'un constat et puis finalement en considérant que le cerveau, c'est un cerveau qui fait sans cesse des statistiques, qui est un cerveau probabiliste, qui utilise ce dont je viens de vous parler tout à l'heure, les a priori, la perception, enfin les informations sensorielles qui donnent un poids différent aux deux et surtout à cette erreur de prédiction qui est fondamentale. Et dans la vie courante, on peut parler simplement, je fais une petite aparté, de l'importance de tenir compte de ces erreurs. Je discutais plutôt avec une collègue et amie qui me parlait de l'autodétermination dans l'autisme et de l'importance d'accorder du poids aux erreurs. On a toujours tendance dans notre système à se dire qu'une erreur, c'est pas bon. En réalité, ce qui est aussi très bien dans tout ce mécanisme-là, c'est qu'on sait à quel point les erreurs sont vitales, que ce sont elles qui nous aident à mettre à jour nos croyances. Et en fait, il faut essayer de les amadouer, de les mettre à leur place, mais certainement, c'est très important. Ça nous rend aussi très acteurs de notre perception, de notre motricité ou de notre cognition sociale. Donc il est essentiel d'en comprendre les mécanismes pour pouvoir d'abord essayer, nous neurotypiques, d'accéder à la perception du monde qui est si particulière dans l'autisme,
Deuxièmement, d'essayer d'aider les autistes, notamment quand pour un enfant, un petit être en développement, c'est un énorme frein à l'apprentissage s'il y a ces mécanismes de prédiction qui ne se font pas correctement, ou bien encore parce que plus tard, ça peut être un lien à l'intégration dans le monde du travail. Donc, j'espère vous convaincre que c'est vraiment important de considérer que le cerveau fonctionne de façon optimale quand il sait prédire et quand il sait ajuster ses prédictions. Alors, comment définir un processus prédictif? Comme je vous le disais, il apparaît en réponse à une observation précédente ou a priori, ou connaissance, ou représentation. Il se construit sur la base de l'apprentissage et d'une dynamique sans cesse en mouvement, d'une association entre cet a priori et ce qui se passe en réalité, et ce n'est pas que dans le domaine perceptif, je vais vous en donner des exemples, ainsi que de sa réactualisation lorsqu'il y a une différence entre les deux. Il affecte directement la réponse neurale ou comportementale quand apparaît la conséquence ou l'absence de conséquence de la prédiction et qu'une erreur de prédiction apparaît. Donc c'est un processus dynamique et fondamental qui nous aide à produire à la fois une perception la plus juste, mais aussi la plus écologique possible, parce que, encore une fois, c'est pas forcément utile, quand on a un doute sur l'ombre qu'on voit passer dans le couloir, de faire un scan de tous les êtres vivants qui pourraient être passés. Bien évidemment que c'est important d'avoir des a priori qui nous permettent d'aller directement prédire ce que ça peut être. Et par exemple, on en sent aussi toute l'importance si on pense à ce que dit Temple Grandin, qui raconte que quand elle voit ce qui ressemble à un sourire, elle est obligée de scanner tous les types de sourires qui existent jusqu'à se faire coïncider la forme de la bouche avec ce qu'elle connaît. Si elle utilise de façon plus importante un a priori sur ce qu'est un sourire, ce sera beaucoup moins fatigant. Donc vous imaginez l'épuisement et le coût en énergie que ça peut être si ce mécanisme-là n'est pas optimisé au niveau de la perception. C'est aussi optimiser nos interactions avec l'environnement sur la base d'une motricité harmonieuse et fluide. Alors ça, c'est un petit peu plus mon cheval de bataille, effectivement, la motricité, parce que anticiper, c'est ce qui nous permet, en effet, sur la base de l'utilisation de représentation, de gagner du temps, d'être plus performant, d'avoir aussi un système moteur qui optimise toute son énergie, et puis c'est ce qui fait que la motricité est harmonieuse. Et bon, je vous en parlerai plus tard, mais c'est aussi quelque chose qui est probablement différent dans l'autisme. Et enfin, comprendre le monde social et s'adapter en permanence à ces changements, puisque le monde social est hautement imprédictible. Donc tout ça, c'est mettre du sens et de la cohérence dans ce qu'on voit. Donc, pour résumer un tout petit peu, jusque-là, les conséquences de processus prédictifs différents, ça veut dire que ce mélange d'informations qu'on a sur le monde, de représentations qu'on utilise, construisent des prédictions qui, si elles sont pas bien optimisées, ont des répercussions dans tous les champs. Donc c'est aussi intéressant de considérer ça comme quelque chose d'amodal, qui ne touche pas simplement une modalité perceptive, motrice ou sociale. Et à propos du monde social, alors évidemment dans l'autisme, ce qui a d'abord été énormément étudié, c'est la façon dont les personnes autistes se saisissent des indices visuels sociaux. L'expression du visage, interpréter la direction du regard, tout ça a donné lieu à beaucoup d'études. Reconnaître une émotion, comprendre le langage corporel, et on sait qu'il y a des choses qui sont différentes pour beaucoup d'autistes. C'est aussi, là on touche plus aux connaissances, se représenter, avoir une représentation des états mentaux des autres, les émotions, les intentions. Ça aussi, ce sont des connaissances a priori. C'est-à-dire comprendre l'intention d'un individu et prédire ses réactions, donc s'adapter à l'autre. Or, dans notre environnement, le monde social est hautement incertain. Alors, je vais détailler 3 études qui ont été faites au laboratoire, simplement parce qu'elles touchent justement à ces 3 pans que sont le champ social, moteur et perceptif. Mais je vais aller assez rapidement. Donc, on s'était posé la question il y a quelques années de l'origine des difficultés du traitement des informations sociales chez les personnes autistes. Et on s'était demandé si c'était dû purement au caractère social, émotionnel, tout ça, ou si la composante incertitude de ce monde social n'était pas celle qui, en fait, était la plus perturbante. Donc on a construit un paradigme expérimental au cours duquel on a fait varier ces 2 paramètres. Alors le paradigme, on demandait aux participants de simplement s'asseoir et de répondre à l'aide de boutons
à ce petit jeu-là, où en fait il fallait deviner quelle boîte était la gagnante, la bleue ou la verte. En fait, il n'y a pas vraiment de... Bon. Peut-être si je fais ça. Non, pas du tout. Bon. La bleue ou la verte. Sauf que il y avait des indications, des indices, en réalité, avant la présentation des deux boîtes bleues ou vertes, qui leur permettaient qui leur donnaient en fait des indications sur, à mon avis, c'est plutôt la verte, à mon avis, c'est plutôt la bleue. Alors, ces indices étaient de deux natures. Dans un bloc, c'était uniquement des indices donnés par une flèche, donc quelque chose d'absolument neutre d'un point de vue social. Et dans un second temps, ça pouvait être une personne qui était neutre de visage, mais simplement son regard indiquait, le changement de regard, la direction du regard indiquait la boîte qui, selon lui, était gagnante. Et vous voyez qu'elle s'allume en vert, là, par exemple. Donc ça, c'était pour le côté non social et social. Mais on a aussi fait varier le contexte dans lequel ces indications étaient données. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le contexte stable, ça signifiait qu'à 75%, dans 75% des cas, ce que la flèche indiquait, quand par exemple c'était la boîte bleue, c'était correct, et dans 25% des cas, c'était faux en fait. Et puis un contexte instable dans lequel on a fait varier ces probabilités, qui étaient à 20-80 et puis qui passaient 80-20, 20-80. Donc un petit peu une reproduction de ce qu'est l'instabilité du monde, avec quand même des probabilités, c'est-à-dire que ce n'est pas gagnant à tous les coups. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on compare la proportion de participants qui atteignent un score supérieur à 60% d'essais gagnants, on compare deux groupes de neurotypiques et d'autistes, on voit qu'il y a une différence déjà en fonction de l'environnement. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'à la rigueur, l'environnement social, les neurotypiques donnent plus de confiance à l'environnement social, alors que c'est très dégradé, cette confiance, chez les personnes autistes. Et si on regarde simplement les paramètres contexte stable et instable, alors là, il y a un effondrement terrible pour les autistes. Donc, en effet, c'est à la fois un mélange du caractère social et purement social de l'indicateur et du fait qu'on lui fait confiance ou pas, et également un mélange d'instabilité. Donc le monde social est souvent imprévisible. On sait que les états des personnes, malheureusement, ne sont pas toujours constants, ou heureusement d'ailleurs, sinon peut-être que ce serait plutôt ennuyeux. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui sont très individuelles. La façon d'exprimer une émotion est personnelle à chacun. Et en fonction du contexte, une personne réagira de façon différente. Donc c'est un mélange de décodage, donc d'informations sensorielles sur les indices sociaux et de l'utilisation de représentations, donc d'a priori, que l'expérience passée a permis de construire. Et pour vous en donner un petit exemple que j'aime bien donner, parce que je trouve que c'est parlant, effectivement, là, il s'agit bien de langage corporel. Si je vous montre, on a beaucoup travaillé avec ces petits points lumineux, si je vous montre cette personne et qui fait un mouvement, et je vous dis que derrière ce panneau gris se cache une autre personne, vous pouvez essayer de deviner, là, c'est pas de la perception, mais de deviner, selon vos représentations, ce qui peut se passer, qu'est-ce que va faire l'autre personne de l'autre côté. Et en fait, dans ce cas-là, je ne sais pas si vous avez saisi la cinématique exacte du personnage qui est à votre droite. C'est ça, à votre droite. Mais en fait, on a l'impression qu'il gronde quelqu'un. Et effectivement, c'est une personne qui se fait gronder. Et puis, regardez ce mouvement-là. Il est très proche, mais il est un petit peu différent. Et selon les représentations que vous en avez, je ne sais pas si vous avez deviné qu'il s'agissait en fait d'une rencontre entre deux amis et d'un espèce de hello et puis l'autre qui répond à ça. Donc tout ça, c'est très personnel. Au niveau de la motricité, maintenant, je voulais vous donner aussi un exemple de ce qu'on a fait dans ce domaine-là. Et pour anticiper, donc le cerveau utilise des représentations. Ici, vous voyez bien que le petit Calvin avait... Alors, il dit qu'il avait une représentation de ce qui allait se passer. En réalité, probablement pas. S'il avait eu une bonne représentation, il aurait compris qu'en sautant sur la planche de bois, l'effet catapulte allait faire que la boule allait lui retomber dessus. Ça s'apprend tout ça, en développement, évidemment. Chez les enfants autistes, très très tôt, on a remarqué qu'il y avait un manque d'ajustement anticipé du bébé pris dans les bras, un manque d'anticipation, alors c'est plus tard, lors de la prise alimentaire chez les bébés, des difficultés à anticiper la trajectoire d'un objet. Et nous, notre question, c'était comment est-ce que ces représentations peuvent se construire chez des enfants qui sont très peu en interaction avec l'environnement, puisque comme je vous le disais, ces connaissances naissent d'un comportement très exploratoire et de la multitude de ces expériences. Alors on a utilisé ce qui s'appelle le test du garçon de café, une version expérimentale de ce test. En fait, c'est très simple, si vous avez déjà été des garçons de café ou
Si vous avez l'expérience d'un plateau sur lequel est posé un objet, lorsque vous soulevez vous-même l'objet posé sur le plateau, votre avant-bras reste parfaitement stable parce que vous anticipez les conséquences de votre mouvement de soulèvement et du fait qu'il y aura moins de poids appuyé sur le bras. Ça s'apprend jusqu'à l'adolescence en réalité. Par contre, si quelqu'un d'autre, comme c'est ce qui se passe ici, vient soulever l'objet qui est posé sur votre plateau, vous ne pouvez pas anticiper. Même si vous le voyez faire, la vision ne suffit pas tout seul à prédire l'instant exact où le verre va être soulevé et vous allez avoir votre plateau qui remonte. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de mesurer les capacités d'anticipation motrice chez des enfants le plus tôt possible. Et ça, c'était un travail en collaboration, le premier travail que j'ai fait à Tours, avec l'équipe du professeur Catherine Barthélémy à l'époque. Et donc, on a regardé chez des enfants témoins, chez des enfants autistes, on a regardé au moment où ils soulevaient l'objet, si leur avant-bras, la rotation du coude, était stabilisée. Et là, ce que vous pouvez voir au niveau des courbes de rotation du coude, c'est que c'est assez identique. En revanche, si on regarde au niveau de la force, c'est-à-dire le moment où l'objet est soulevé de son support, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est plus long chez l'enfant autiste. Et ça, on ne s'en rendait pas vraiment compte. En réalité, il ralentissait un tout petit peu le mouvement. Et ce ralentissement du mouvement, effectivement, qui était significativement plus long, leur permettait d'avoir une stabilisation identique aux enfants contrôle. Mais en fait, c'était aussi et surtout une stratégie pour pouvoir stabiliser leur avant-bras. En ralentissant le mouvement, c'était beaucoup plus efficace. Donc en fait, ils nous ont un petit peu surpris, et c'est bien aussi, tant mieux, on n'avait pas du tout cette prédiction-là, mais ils s'adaptaient très bien à la tâche, et ils stabilisaient bien, mais ils n'anticipaient pas. Et effectivement, c'est les enregistrements musculaires qui nous ont permis de voir que ce qu'on trouvait comme patron musculaire chez les enfants témoins était retrouvé chez les enfants autistes, mais plus tard, parce qu'ils étaient en mode réactif, on dit, plutôt qu'anticipé. Donc c'était déjà un problème d'anticipation, et on a, grâce à des enregistrements en électroencéphalographie avec Joël Martineau, on a pu mettre en évidence le fait qu'il y avait en effet pas de traces corticales de cette anticipation comme on l'a trouvé chez les enfants typiques. Alors plus tard, on a continué à Lyon avec Sandrine Saunier sur cette lancée-là, et là on a été plus ambitieux. On a demandé à des enfants et à leurs familles de bien vouloir accepter d'aller dans une MEG, qui est en fait un appareil très silencieux, ça c'est très bien, qui ne fait absolument pas de bruit et qui permet d'enregistrer l'activité oscillatoire du cerveau, les rythmes cérébraux, avec une très très bonne précision temporelle. Et c'est une étude qui est toujours en cours. Enfin, les analyses sont toujours en cours, mais ce que je voulais juste vous montrer sur cette diapo, c'est à quel point, avant même de soulever l'objet, là, ce que vous voyez en bleu, c'est les activations du cerveau, et c'est ce qui se passe avant de soulever l'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité musculaire encore en jeu, il y a simplement tous ces processus d'anticipation, d'utilisation d'une représentation qui sont en jeu. Et vous voyez à quel point c'est beaucoup plus important dans les cerveaux de nos enfants autistes que des enfants typiques. À quel point ça requiert des efforts et une énergie monumentale. Donc on se doute bien qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas tout à fait typiques. Enfin, on a utilisé aussi une autre tâche qui permettait, je ne vous donne pas les détails, mais de regarder l'apprentissage, la capacité à apprendre à anticiper. Et ce dont on s'est rendu compte, au moins pour les analyses de groupe, c'est que dans cette tâche d'apprentissage sensorimoteur, où essai par essai, on voyait s'il y avait une meilleure stabilisation ou pas de l'avant-bras, mais il y avait une difficulté à apprendre, donc à mettre à jour ces représentations, ces a priori, chez les enfants autistes. Si on regarde au niveau individuel, c'est toujours un peu plus compliqué. On aime bien les images de groupe, mais au niveau individuel, en fait, il faut être très honnête. Et c'est ça qui était assez frappant aussi, c'est qu'en parallèle, on avait regardé la motricité des enfants autistes, et certains enfants autistes avaient des gros problèmes moteurs, comme vous le savez, c'est assez fréquent. D'autres n'en avaient pas, et on pensait que peut-être il y aurait un lien entre ces troubles moteurs et puis la capacité à apprendre dans cette tâche sensorimotrice. En réalité, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les scores qui pouvaient être ou très dégradés ou au contraire très bons au niveau de la motricité globale, tel que le MABC l'indique, mais il y avait des enfants pour lesquels il n'y avait pas d'apprentissage. Et puis à l'inverse, quelle que soit cette motricité, il y avait des enfants pour lesquels il y avait un bon apprentissage. Donc ça veut dire à nouveau que c'est
ces processus de mise à jour d'une représentation sont amodo et ne dépendent pas forcément du niveau de motricité, mais probablement de quelque chose qui est hiérarchiquement au-dessus de tout ça et qui permet de façon générale d'utiliser ces mécanismes dont je vous parlais. Alors, oui, c'était pas tout à fait étonnant de trouver des problèmes, enfin de cette hypothèse de construction, difficulté à construire des représentations sensorimotrices. Si on pense à des données qui sont bien connues sur la pauvreté des gestes, même s'il y a beaucoup de mouvements des enfants autistes, les mouvements répétitifs, de vieilles hypothèses disent que peut-être c'est fait pour nourrir une représentation qui n'est pas mémorisée. On sait qu'il y a peu d'actions exploratoires, d'actions dirigées vers un but chez les très jeunes enfants. Bullinger avait même fait le constat que, pour lui en tout cas, son interprétation, c'est que la locomotion, elle n'était pas là pour explorer l'espace, mais plutôt pour stimuler des sensations qui se substituent au but de l'action, à la volonté d'explorer. Et ce qui fait que nous avions déjà cette hypothèse à l'époque que dans l'autisme, la difficulté à construire ces représentations, ou a priori, serait un frein à l'utilisation de mécanismes prédictifs dans le domaine moteur. Enfin, beaucoup plus récemment dans le laboratoire, avec Jérémy Matou et Lauriane qui est ici, Lauriane Sapé-Triomphe, nous avons aussi de façon, alors là, beaucoup plus précise et grâce à des modèles computationnels, de la modélisation computationnelle, exploré un petit peu ces phénomènes de prédiction et de perception sensorielle. La tâche à laquelle les participants ont accepté de participer, c'était une simple tâche de stimulation tactile au cours de laquelle on leur donnait des petites stimulations, F1 et F2, et on leur demandait de comparer ces deux stimulations et de nous dire laquelle était à une fréquence plus haute et plus basse. En fait, en gros, vous imaginez que ça vibre à une haute fréquence ou une basse fréquence, et vous devez essayer de distinguer laquelle des deux fréquences est la plus haute. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dans un premier set de comportemental, on leur a mis sans arrêt une première stimulation à 30 Hz. En fait, ça revient à construire une connaissance, un a priori, en réalité, qui fait que cette stimulation à 30 Hz devient la référence et, pour des raisons que je ne vais pas vous détailler, ça biaise complètement la perception en fonction du fait que la seconde fréquence est plus ou moins haute. En réalité, l'information sensorielle n'est pas écoutée tout à fait. C'est, comme je vous disais, un mélange d'a priori et d'informations sensorielles qui permet d'avoir un percept. Et en étudiant ce biais, on est capable donc de dire, d'un côté, le poids de l'a priori et des informations sensorielles, et d'autre part, justement, de répondre à la première question qui était est-ce que les autistes sont capables de construire un a priori de la même façon que des neurotypiques. Alors, juste sur ces figures-là, je ne vais pas les détailler, mais il faut se dire que ce biais est dessiné ici grâce à ce qui s'appelle un time order effect, et que cette mesure du biais reflète la construction d'un a priori. Vous voyez, les courbes en bleu, ce sont celles des neurotypiques, celles en orange, celles des autistes. Vous voyez qu'elles sont différentes et qu'effectivement, le biais n'est pas tout à fait le même, ce qui est pas tout à fait surprenant, mais qui en fait a déjà permis d'écarter une des hypothèses dont je vous parlais plus haut, c'est que les autistes sont tout à fait capables de se construire un a priori et que même cet a priori peut être très fort lorsque l'environnement est stable. Donc ce mécanisme-là fonctionne très bien et même parfois plus fort et il correspond un petit peu aux hypothèses qui avaient été émises par Van de Cruz en 2014 et qui étaient que les autistes sont tout à fait capables de se construire un a priori très fort dans certains environnements. Et en fait, c'est pas tout à fait étonnant de se dire, bah oui, quand l'environnement est stable, ça marche très bien. Qu'est-ce qui se passe en revanche lorsque on change de contexte? C'était la deuxième partie où la première stimulation n'était plus sans cesse à 30 Hz. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que les autistes le notaient beaucoup plus que les neurotypiques. Est-ce qu'ils sont aussi capables de s'adapter de la même façon que les neurotypiques au changement de contexte? Alors là, ce sont les modèles computationnels que je vais vous épargner. De toute façon, moi-même, je ne les comprends pas très bien, qui permettent de bien séparer tout ça. Et qui permet donc de dire que les adultes autistes utilisent tout autant que les neurotypiques les informations sensorielles issues des régularités de l'environnement pour construire un a priori, ça ne change pas.
Par contre, l'ajustement à un changement de contexte se fait également, mais de façon plus lente et avec une résistance plus grande, ce qui fait tout à fait écho à ce qu'ils racontent dans la vie, dans leur résistance au changement et dans le fait qu'ils ont une adaptation plus difficile. Donc, ce qui est intéressant, même si je ne vais pas le détailler ici, c'est qu'à nouveau, on est capable, grâce à ces modèles computationnels, de faire la part de est-ce que c'est le poids du prior, enfin de l'a priori, est-ce que c'est la précision de l'erreur de prédiction qui n'est pas suffisamment modulée. Ce que je voulais aussi dire, c'est que, puisqu'on parle beaucoup des interventions personnalisées, c'est que ces modèles computationnels sont aussi très intéressants en psychiatrie parce qu'ils permettent une caractérisation des mécanismes prédictifs propres à chacun à l'échelle de l'individu. Et ça nous aide aussi à faire peut-être des hypothèses sur la meilleure façon d'aider au niveau des prises en charge ou tout simplement ce qui est bon pour chacun. Si vous voulez en savoir plus, il y a la communication orale de Lauriane un petit peu plus tard. Et je voulais vous remercier en particulier les enfants et les adultes autistes ainsi que leurs familles pour avoir participé à toutes ces études. Et j'ai mis là une liste non exhaustive des personnes qui ont pédopsychiatres, chercheurs, doctorantes, qui sont maintenant des docteurs, qui ont largement contribué à toutes ces études. Merci beaucoup. Un grand merci, Christina Schmitt, c'était vraiment ultra passionnant. Heureusement que vous avez arrêté parce que je ne vous aurais pas arrêté moi, j'étais trop intéressé. Et par contre, on va avoir pas beaucoup de temps pour les questions, alors que j'aurai des milliards de questions à vous poser. J'imagine... Quoi, une seule? Oh. Enfin, en tout cas, c'est vrai que... Enfin, non, je vais vous laisser un peu poser une question si vous voulez dans la salle, mais je profite d'avoir le micro. Je pensais tellement aux cours de récréation, je pensais aussi tellement aux enfants qui sont porteurs d'un trouble de la coordination, qui ont un diagnostic de trouble de développement de coordination et qui parfois on revoit quand ils sont adolescents et qui présentent des tableaux avec des troubles des interactions sociales majeures et du lien effectivement dans la représentation des interactions sociales entre ce défaut d'anticipation et du lien entre la théorie de l'esprit et la théorie du corps. Bon, voilà, 1 milliard de questions. Je vous poserai, je ne sais même pas si vous pouvez essayer de répondre un tout petit peu, mais... Ce que je peux simplement vous dire, c'est que cette question, effectivement, des difficultés motrices dans les TSA et dans les enfants qui ont un trouble des coordinations est une question qu'on s'est posée et on a réalisé en fait des études en parallèle dans ces deux populations-là. Et l'origine n'est pas la même. Alors peut-être que justement, ce serait intéressant de les enregistrer assez tôt parce que si chez les enfants autistes, il y a un vrai problème d'anticipation, tout ce qui est réaction, correction va très très bien. Par contre, ce n'est pas le cas des enfants qui ont un trouble des coordinations, de l'acquisition des coordinations, qui eux sont capables de fonctionner en mode anticipé, mais avec moins de précision, et qui ont aussi des imprécisions au niveau des réactions. Donc c'est vraiment très intéressant cette distinction entre les deux, et ce problème de ne pas forcément les distinguer petits. Également pour tout ce qui est rééducation après, enfin rééducation, prise en charge plutôt, pour savoir ce qui est le plus approprié à chaque population. Merci. Peut-être une question dans la salle, s'il y a, je vois des mains se lever. Bonjour, j'avais une question à vous poser par rapport au modèle bayésien. Je suppose que dans ces modèles-là, et puis par rapport aux personnes autistes, on pourrait très bien avoir des scénarios d'anticipation par rapport à un contexte donné ou selon les perceptions. Et j'aurais souhaité savoir si ça avait été étudié, et notamment par rapport à la fatigabilité chez ces individus. Alors, dans l'expérience dont j'ai parlé à la fin, il n'y avait pas d'effet de la fatigabilité, même si c'était assez long, par exemple. C'est pourtant une expérience sensorielle, mais suffisamment, je pense, rassurante et prédictible pour qu'il n'y ait pas de fatigabilité. Maintenant, de façon générale, oui, ce serait certainement intéressant d'étudier ça, parce qu'il est évident que mettre à jour ces représentations de façon très précise, de façon inflexible, c'est épuisant. Et ça crée une fatigabilité qu'il faut prendre en compte, qui est très importante. Donc ça a un lien, c'est forcé que ça a un lien, parce que c'est un coût en énergie, parce que c'est pas très écologique, dans le sens où c'est pas ce qui fonctionne le mieux.
Et parce qu'au niveau comportemental, ça a des conséquences désastreuses, c'est vrai. Merci beaucoup, désolé, on doit poursuivre. Merci encore.